On va continuer de parler de la situation aux États-Unis avec cette annonce politique de première importance. Nous sommes en compagnie d'un chercheur en relations internationales, Benjamin Haddad. Vous dirigez pour l'Europe un think tank, The Atlantic Council, qui est basé à Washington. Et justement, il est particulièrement intéressant d'avoir votre regard, car vous connaissez bien Washington, vous connaissez bien le système politique américain, avec bien entendu cette annonce qui n'est pas une surprise. Que signifie-t-elle au moment où celle-ci est faite? Alors effectivement, c'est pas une surprise. Donald Trump n'a jamais caché depuis le début sa volonté de se représenter à l'élection présidentielle américaine. Ce sera très intéressant de voir la façon dont il va essayer de lancer ces thèmes. Alors, il ne contrôle plus autant l'agenda médiatique qu'il l'a fait ces dernières années, puisque c'est vrai que pour la première fois, on commence à s'intéresser à ce qui se passe du côté des démocrates. On regarde les différents candidats. Il y a à la fois des personnalités, il y a des courants idéologiques très différents entre les centristes modérés de l'establishment de Biden et une branche un peu plus rebelle, à la gauche populiste du parti, avec des personnalités comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren qui sont très populaires auprès de la base, qui proposent beaucoup d'idées. Donc la question pour Donald Trump, ça va être d'essayer de retrouver la formule gagnante qui l'a fait emporter contre tous les pronostics il y a 2 ans. Et ce sera plus difficile, évidemment, puisque c'est la malédiction des populistes. Quand on est au pouvoir, on doit délivrer. Donc les slogans comme le Mexique paiera pour la construction du mur ou les guerres tarifaires contre la Chine et l'Union européenne, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre et à remporter. Donc Donald Trump devra à la fois continuer à galvaniser cette base auprès de qui il est toujours populaire et qui l'a fait élire il y a 2 ans, et en même temps pouvoir se revendiquer d'un bilan concret qui peut justifier sa réélection. Alors, il y a un paradoxe, Trump, c'est-à-dire que depuis son élection, c'est le seul président américain qui n'a jamais été majoritaire dans l'opinion dans son pays, parce que traditionnellement, quand les présidents sont élus, ils bénéficient d'un coup de pouce, y compris de la part d'électeurs qui n'avaient pas voté pour ces présidents élus. Donc ça, c'est le premier fait. Mais le second fait, c'est que sa popularité, qui est donc inférieure à la majorité, est demeurée stable. Finalement, il n'y a pas eu véritablement d'érosion, Benjamin Haddad. Non, c'est vrai. C'est d'ailleurs frappant de voir que tout ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui est lu, quand on regarde les sondages, est lu à travers la grille de lecture partisane. Le pays est vraiment polarisé entre les républicains qui, pour 90% d'entre eux, voient dans Trump leur champion, celui qui se bat contre les élites, celui qui résiste contre les médias, les démocrates et la ville de Washington, et le reste du pays qu'il déteste et qui changera aussi d'avis en fonction de ses propres prises de position. Alors c'est un homme qui a toujours été impopulaire, c'est un homme qui a toujours eu 55% de la population américaine qui ne lui fait pas confiance. Ça ne l'a pas empêché d'être élu la première fois pour plusieurs raisons. Déjà, évidemment, il faut se rappeler le mode de scrutin aux États-Unis, qui est un scrutin indirect. Il faut remporter une majorité de grands électeurs dans les États. Donc, il avait fait 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton, mais pourtant l'avait emporté d'une courte marge dans un certain nombre d'États clés, comme le Michigan, l'Ohio, Pennsylvanie. Ces États de la ceinture rouillée, désindustrialisés, qu'il a été parfois le premier républicain à gagner depuis 30 ans. Et donc ce sera vraiment un défi pour lui de réussir à les gagner à nouveau. Mais ce sera, à mon avis, plus difficile cette fois-ci, parce que, encore une fois, il y avait un mélange de facteurs, de chance, une mauvaise campagne d'Hillary Clinton en face, après 4 ans au pouvoir, après l'usure, et puis après aussi une forme d'hystérisation de la société. On ne parle que de Trump depuis quelques années, depuis qu'il a déclaré sa candidature en mai 2015, on peut imaginer que ça va commencer à fatiguer l'électorat. Je dis ça avec la plus grande prudence, parce qu'encore une fois, on était nombreux à s'être trompés il y a 2 ans. C'est un homme qui avait beaucoup de ressources, qui évidemment a senti quelque chose, une forme de colère grondée dans l'opinion publique américaine que la plupart des sondeurs et des experts de Washington avaient raté. Et donc on peut imaginer qu'il a toujours son doigt sur le pouls de la société américaine, mais ce sera vraiment un défi pour lui d'être réélu. Il est très populaire chez les républicains, mais si on regarde
la part d'Américains qui se définissent comme républicains, elle n'a jamais été aussi faible depuis les années 60. Mais alors comment ça se passe à Washington? Parce que donc vous êtes un observateur à Washington, un acteur aussi, puisque vous travaillez pour un think tank. Et il faut expliquer à nos amis auditeurs qu'à Washington, il y a énormément de gens qui vivent directement ou indirectement de la politique, dont ces think tanks, ils servent à quoi? Ils sont organisés comment? Et pour les think tanks conservateurs, puisqu'auparavant vous avez travaillé pour le Hudson Institute, qui est un think tank conservateur, quel effet cette candidature, cette élection de Donald Trump? C'est très intéressant. Washington, c'est une petite ville. C'est la capitale fédérale des États-Unis, mais c'est la 25e ville la plus peuplée des États-Unis. C'est à peu près 600 000, 700 000 habitants. Et c'est effectivement une ville qui vit à travers l'administration, la politique. C'est une ville dans laquelle les Américains de tout le pays se déplacent pour aller travailler, pour le gouvernement, pour les think tanks, les instituts de recherche, les médias, les grandes organisations internationales qui ont leur siège comme la Banque mondiale et le FMI. C'est une ville très démocrate qui a voté pour Hillary Clinton à 92% et qui a été complètement dépassée par le phénomène Trump. Moi, personnellement, je suis arrivé aux États-Unis fin 2014. Donald Trump déclare sa candidature quelques mois plus tard. Pendant 1 an et demi, de mai 2015 à novembre 2016, l'élection, je vois tous mes interlocuteurs, démocrates comme républicains, me dire « T'inquiète pas, la semaine prochaine c'est fini, il vient d'insulter John McCain, il a dit du bien de Poutine, il est misogyne, il n'a aucune chance. » C'est vrai qu'il y a eu ce phénomène de bulle, y compris chez les républicains, parce que les républicains de Washington, ce sont des gens plus traditionnels qui avaient soutenu George W. Bush, c'est-à-dire des internationalistes, certes des conservateurs, mais des gens qui pensent quand même que les États-Unis ont un rôle spécial à jouer sur la scène internationale. Leur grande référence, c'est Reagan, la croisade morale contre le communisme. C'est pas du tout la vision du monde de Donald Trump. America First, replié sur une définition très étroite et rétrécie des intérêts américains, à la fois commerciaux et sécuritaire, le jeu à somme nulle sur l'économie internationale. Donc, c'est pas du tout cette vision-là. Et pour les think tanks, pour les républicains, je dirais en général à Washington, c'était un véritable casse-tête. Et alors aujourd'hui, ils en sont où? Parce que donc, ils s'aperçoivent qu'ils vont peut-être devoir cohabiter avec ce monsieur 4 ans après 2020, s'il est réélu. Du coup, quelles sont les conséquences dans ce milieu dans lequel vous évoluez, Benjamin Haddad, puisque vous êtes directeur Europe du think tank Atlantic Council à Washington? D'autant plus que le rôle des think tanks, c'est d'essayer d'avoir un impact sur la politique. C'est pas uniquement de faire de la recherche, c'est d'être entre la prise de décision publique et la recherche plus universitaire. Et c'est vrai que ces dernières années, les républicains et ceux qui veulent travailler avec l'administration se sont livrés à beaucoup de compromis. Aujourd'hui, c'est Donald Trump qui contrôle le Parti républicain. Il est extrêmement populaire auprès de la base. Donc les représentants, les sénateurs, même ceux qui s'étaient opposés à sa candidature sont obligés de composer avec lui parce que leurs électeurs soutiennent la rhétorique de Donald Trump. Et c'est la même chose pour les think tanks. Les républicains... Votre think tank, par exemple, il est républicain aujourd'hui? Aujourd'hui, mon think tank, on travaille avec tout le monde, complètement bipartisan. Mais est-ce que vous pouvez vous permettre d'être critique à l'égard de Donald Trump? Bien sûr qu'on peut se permettre d'être critique à l'égard de Donald Trump. On est totalement indépendant. Et donc, l'idée, c'est pas de faire des attaques ad hominem sur la personne de Donald Trump, mais on peut bien sûr être critique de sa politique, puisque nous, on soutient l'Union européenne, on soutient l'OTAN, on soutient l'engagement international des États-Unis auprès de leurs alliés. Donc ça nous pousse parfois à être critique de l'administration, mais aussi à essayer de travailler de façon concrète avec ceux qui, au sein de l'administration, ont quand même cette vision plus traditionnelle du rôle international des États-Unis. Et c'est pas évident parce que il y a beaucoup de républicains traditionnels, par exemple, qui avaient signé des pétitions pendant la campagne, disant, on appelait ça les Never Trumpers, je ne travaillerai pas avec l'administration Trump. 150 personnes qui ont signé ces pétitions, des anciens de l'administration Bush, qui peut-être ne pensaient pas que Donald Trump allait être élu. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous avez toujours... Et alors ils ont mis leurs menaces à exécution? Oui, et ils sont complètement blacklistés. Et c'est pour ça que vous avez toujours beaucoup de postes au département d'État ou au Pentagone qui ne sont pas pourvus. Oui, parce que, à contrario, Donald Trump est arrivé, et ça terrifiait Washington, en disant « je vais en finir avec un certain nombre d'organismes, notamment de recherche, je couperai les crédits aux universités ». Alors, la plupart des universités sont privées ou ont des financements privés, mais enfin, il y avait vraiment des craintes sur la recherche.
a priori, ces craintes, elles ont fait long feu, c'est-à-dire qu'on n'en a pas vu véritablement la mise à exécution de ces menaces, Benjamin Alors, Haddad. il est arrivé, il a fait campagne contre Washington. Il est arrivé en disant: je vais drainer le marécage de Washington, en décrivant cela comme une ville corrompue, incestueuse. Après, ce qui est vrai, c'est que les États-Unis, il suffit de revenir à Tocqueville et la démocratie en Amérique, ont une tradition très forte d'une société civile vibrante, d'instituts qui sont indépendants, les associations, les ONG, et tout ça fait partie les lobbies, tout ça fait partie de la vie de Washington, et c'est totalement transparent. Donc Donald Trump ou quelqu'un d'autre ne peut pas remettre ça en question. Mais c'est vrai que les républicains, les instituts de recherche conservateurs républicains à Washington ont vraiment traversé une crise existentielle ces dernières années, avec un équilibre compliqué. Comment on travaille avec Donald Trump sans pour autant compromettre nos valeurs et les prises d'opposition qui ont été celles que nous défendons depuis longtemps. Il y a un débat pour savoir si Donald Trump s'inscrit ou non dans une tradition américaine. Ce discours, puisque le discours de cette nuit, il portait très largement sur l'immigration illégale. Il était très violent contre l'immigration illégale. On nous a appris qu'aux États-Unis, l'immigration n'était pas un problème. On nous a menti. Ça a changé, Benjamin Haddad? Il s'inscrit dans une tradition. C'est vrai que lui-même, dans sa personnalité, est totalement sans précédent. C'est d'ailleurs le premier président des États-Unis élu sans aucune expérience ni politique ni militaire. Mais en revanche, cette vision des États-Unis très nationaliste, repliée sur ses intérêts propres, l'approche America First, qui est son slogan de politique étrangère, cette méfiance vis-à-vis du reste du monde ou des immigrés, on la retrouve dans des traditions politiques dès le 19e siècle. Quand Donald Trump a été élu président, Steve Bannon, son conseiller d'extrême droite, a affiché le portrait d'Andrew Jackson dans le bureau ovale. Andrew Jackson, c'était le président dans les années 1830, c'était un président populiste qui a présidé à l'élargissement du corps électoral américain, donc qui a démocratisé le pays, mais c'est aussi le président des massacres contre les Indiens Cherokees. C'est un président qui déjà était en guerre contre ce qu'il voyait quand l'aristocratie corrompue de Washington, une vision très ethnique et nationaliste de la nation américaine, donc à l'encontre totale de l'universalisme américain auquel on est habitué de la part des présidents démocrates comme républicains. C'est une tradition qui n'est pas représentée dans les élites américaines, mais qu'on retrouve beaucoup chez les militaires, parfois dans le Sud, et à travers toute l'histoire des États-Unis. Est-ce que Donald Trump est conscient qu'il fait référence à ce type d'héritage ? C'est pas certain. Chez lui, cela relève beaucoup plus de l'intuition. Mais les gens autour de lui, un certain nombre de conseillers plus nationalistes, savent très bien à quel type d'héritage historique ils font référence. Mais alors, il y a un autre élément qui, là aussi, est très différent de ses prédécesseurs chez Donald Trump, c'est le fait que le discours compassionnel traditionnel chez les présidents américains, y compris chez les républicains, les conservateurs, puisqu'il y avait donc le conservatisme compassionnel de Bush, quelque chose qui était très important chez les autres présidents américains, que l'on songe par exemple à Bill Clinton. Chez Donald Trump, pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est à la fois sa personnalité et sa vision du monde. C'est sa personnalité parce que il est comme ça. Il se présente comme l'homme qui ne s'excuse jamais, arrogant, sûr de lui. C'est une star de la télé-réalité. C'est un génie du marketing, Donald Trump. C'est quelqu'un qui, depuis 30 ans, est en haut de l'affiche aux États-Unis et qui a construit toute sa marque autour du gagnant, qui renvoie les gens dans son émission de télé-réalité, qui est riche, qui ne s'en excuse pas. Il faut se rappeler qui que dit même sa qu'il est fortune... plus riche que ce que les médias disent. Oui, et il ne faut pas oublier que sa fortune, c'est avant tout une fortune de marque. C'est son nom qu'il met sur des immeubles parfois, ou des hôtels que parfois il ne possède pas. Donc c'est à la fois sa marque, mais c'est aussi sa vision du monde. J'en parlais tout à l'heure, c'est America First. C'est quelqu'un qui, au fond, là aussi plus par intuition que véritablement par réflexion, renverse complètement l'axiome qui a dirigé la politique étrangère américaine depuis un demi-siècle, c'est-à-dire l'ordre libéral international. L'idée que les États-Unis doivent promouvoir des alliances, un tissu d'organisation internationale, des accords de libre-échange, et que c'est la meilleure façon de projeter leur puissance. Donald Trump
il renverse complètement cette notion-là. Il dit au contraire, nous on se fait berner. On se fait berner par nos partenaires commerciaux, on se fait berner par nos alliés, on se fait berner par l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, qui s'enrichissent sur notre dos, tandis qu'on les protège avec notre armée. Ça, c'est quelque chose que Donald Trump répète depuis les années 80. En 1987, il achète une page entière dans le New York Times à $100 000 parce qu'il pense déjà se présenter à l'élection présidentielle en disant l'Amérique se fait avoir par le Japon, par l'Allemagne, on est en train de payer pour les autres. Donc cette absence de compassion, c'est véritablement ce repli sur les intérêts américains stricts, c'est vraiment la marque de fabrique de Donald Trump. Mais c'est quand même contraire à tout ce que vous avez raconté, vous, les think tanks, vous, à Washington, et nous aussi, hein, les journalistes. Benjamin Haddad, on nous a appris, par exemple, qu'un président devait être plutôt consensuel, plutôt ne pas avoir d'ennemis, plutôt ne pas pointer telle ou telle minorité du doigt. Donald Trump piétine strictement tous ces principes. Oui, il piétine tous ces principes, c'est le populisme. C'est le fait de se définir comme l'incarnation d'un peuple assez fantasmé, imaginaire, contre des ennemis. Et il y a la volonté d'avoir des ennemis, à la fois les ennemis à l'intérieur, alors les immigrés et les médias, l'ennemi du peuple qu'il aime désigner. Et d'ailleurs, il le lui rend bien, il le déteste. Et même si ça l'aide aussi, parce qu'on parle de lui en permanence. Il faut se rappeler quand même que pendant la campagne, CNN à un moment filme un podium vide pendant une demi-heure de Donald Trump parce qu'il doit donner un discours, il est en retard pour donner son discours. Pendant ce temps-là, il y a ses adversaires qui sont en train de donner des discours, mais CNN considère que ce sera mieux pour l'audience de filmer un podium vide. Mais aussi, bien sûr, les ennemis intérieurs et les ennemis sur la scène internationale. C'est une vision du monde de jeu à somme nulle. Ça va complètement contraire à effectivement le consensus des élites de Washington ou d'Europe qui considèrent par exemple que le commerce international peut faire des gagnants des deux côtés. Ce n'est pas la vision de Donald Trump. Mais alors, Benjamin Haddad, lorsqu'on dit donc qu'il est populiste, c'est effectivement peut-être lui qui incarne même le prototype du dirigeant populiste. Sa politique l'a-t-elle été ? Alors c'est une question intéressante parce que c'est vrai que si on regarde son bilan, il a été d'une certaine façon sur la politique canalisé par les républicains du Sénat notamment. Puisque c'est quoi le bilan de Donald Trump ? Les baisses d'impôts, c'est la nomination de juges conservateurs à la Cour suprême. Tout ça, finalement, ça coche les cases du parti républicain traditionnel, dirigé par Mitch McConnell, le dirigeant des républicains au Sénat, qui au final est très content. Alors il a été populiste tout de même sur la scène internationale, puisque l'imposition de tarifs douaniers à ses alliés, les menaces d'usage de la force, les relations difficiles avec les alliés au premier rang desquels les Européens. Il a été dans la rhétorique, et notamment contre les médias et contre les immigrés. Et qu'il soit réélu ou non, cette violence dans la rhétorique laissera des traces dans la société américaine, laissera des tensions et un climat encore plus polarisé. Dans cela, d'ailleurs, il en est un accélérateur et un symptôme plus que la cause, puisque les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu avaient déjà contribué à crisper le débat politique américain. Mais c'est vrai que sur le reste, notamment sur l'immigration, il a été très limité dans ce qu'il a pu faire. Sur le grand projet de construction d'infrastructures qu'il avait voulu imposer aux républicains, il a été complètement retoqué par le Sénat. Donc, dans une certaine mesure, tout de même, il a été quand même encadré par les républicains de Washington. Benjamin Haddad, vous êtes chercheur en relations internationales et directeur Europe du think tank Atlantic Council basé à Washington. Vous avez publié Le Paradis perdu chez Grasset. On vous retrouve dans une dizaine de minutes. Vous serez en compagnie d'une spécialiste de l'Iran, Amélie Myriam Cheli. Et là, on va parler de ce qui fait la une de la Croix, Iran-États-Unis, le risque de l'engrenage, avec une question qui inquiète aujourd'hui le monde. Malgré tout, je vous souhaite un très bon réveil sur France Culture. Il est 8h. 8h22, nous sommes également dans une situation internationale compliquée, avec un risque vers un nouveau conflit dans le Golfe, dans le sillage des deux assauts perpétrés depuis mi-mai contre des navires pétroliers dans le Golfe. Le Pentagone s'apprête à renforcer son contingent militaire au Moyen-Orient en signe de riposte. Téhéran a menacé de franchir d'ici à la fin juin une limite prévue par l'accord international sur son programme nucléaire. Impuissante face aux sanctions américaines, l'Union européenne exhorte l'Iran à continuer de respecter malgré tout ce pacte. Bref, vous l'avez compris, une situation à la fois
complexe et extrêmement tendu. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Benjamin Haddad. Vous êtes chercheur en relations internationales, directeur Europe du think tank Atlantic Council à Washington, et vous avez publié un ouvrage intitulé Le paradis perdu chez Grasset. À côté de vous, Amélie Myriam Chély, bonjour. Vous avez publié un ouvrage qui s'intitule En attendant le paradis. Donc voilà, il y a un paradigme commun sur le paradis entre vous deux. Vous êtes spécialiste de l'Iran, sociologue et chercheuse associée au CADIS. Et avant d'évoquer la situation aux États-Unis, il y a une question qui se pose. Il y a donc eu le sabotage de 2 pétroliers dans le golfe d'Oman. C'est un lieu qui est particulièrement important pour le trafic pétrolier. Que sait-on aujourd'hui du point de vue iranien sur ce qui s'est produit dans le golfe d'Oman et plus précisément encore dans le détroit d'Ormuz? On ne sait absolument rien. C'est-à-dire que la première des choses qui a été faite, c'est une accusation américaine dès la minute où en fait les choses se sont produites. Et bien évidemment, tout de suite après, c'est l'Iran qui a démenti. Clairement, on ne sait rien. Le détroit d'Ormuz, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on sait qu'il y a 20% du pétrole mondial qui transite par là. Et au-delà de ça, la classe militaire iranienne et donc l'Iran explique que si jamais un jour il devait fermer le détroit d'Ormuz, il le ferait sans s'en cacher. Donc la question des attaques, pour l'instant, vraiment, on n'est que dans le cadre de l'hypothèse. Alors, on a quand même des images. Alors, celles-ci sont fournies par l'armée américaine, mais elles montrent, selon le Pentagone, des soldats iraniens en mer d'Oman avec une sorte de navette qui accoste sur un énorme pétrolier. Et on voit, ou on devrait voir, je ne sais pas très bien quel terme employer, ces soldats iraniens en train de s'affairer sur la coque du bateau. Alors, peut-être pour poser une mine, retirer une mine, bref. Et on ne sait pas très bien, Amélie. Oui, pourquoi pas, c'est tout à fait possible, mais il n'y a absolument aucune certitude. Pour beaucoup d'ailleurs, il s'agirait non pas de l'État iranien, chose qui serait impossible de la part d'un certain nombre de la classe politique américaine, parce que ce serait une opération qui ne pourrait être que le fruit d'un État. Mais pour beaucoup d'autres, pour beaucoup d'analystes, il s'agirait des gardiens de la Révolution, qui est une des 2 grandes armées de l'Iran et qui a été d'ailleurs récemment, en mars, placée sur la liste des groupes terroristes. Et donc, pour le coup, qui ne représenterait pas étatiquement, en fait, le pays. Donc, tout cela est bien compliqué. C'est plutôt sur les conséquences qu'il faudrait éventuellement passer un petit peu plus. Alors, j'aimerais, avant que vous développiez cette idée, qui est une idée extrêmement importante, l'idée selon laquelle cette attaque aurait été perpétrée par des Iraniens, effectivement, mais peut-être par des Iraniens qui n'ont pas été contrôlés par leur régime. Expliquez-nous ce que ça veut dire, Amélie Chély. Alors, toujours dans l'incertitude, évidemment. Bien sûr, mais cette hypothèse est une hypothèse. C'est une hypothèse. Alors, effectivement, l'Iran est un des rares pays au monde, si ce n'est peut-être même le seul, qui a 2 armées. Une armée régulière et le Sepoy Postaran, c'est-à-dire les gardiens de la Révolution. Et ces gardiens de la Révolution sont aussi équipés que l'armée régulière. C'est une armée qui a pris énormément d'indépendance, qui est sous la tutelle du guide évidemment, mais qui a pris de plus en plus d'indépendance en notamment investissant son énergie d'un point de vue militaire certes, puisque c'est son rôle, mais aussi économique. Ce sont ceux qui... Ils ont énormément, par exemple, d'entreprises dans le bâtiment et ainsi de suite. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand on parle de coup d'État qui renverserait le régime, la première entité à laquelle on pense, c'est celle-là, même si, bien évidemment, il y a un certain nombre d'éléments qui pourraient nous faire penser à autre chose. Ça, c'est quand même une hypothèse tout à fait renversante, Amélie Chély, parce que ça veut dire que l'Iran, qu'on se présente à tort, à raison, comme étant une dictature particulièrement sanguinaire, avec des moyens policiers importants, peut avoir en son sein une faction qui déciderait d'aller saboter 2 pétroliers? Oui, ils en ont le pouvoir. Ils auraient même le pouvoir comme je vous le disais, de faire un coup d'État et de récupérer, même si c'est un non-sens, parce que d'abord, ils incarnent un petit peu le surmoi du pays. Le coup d'État, pour l'instant, c'est une hypothèse, alors que les pétroliers, eux, ils ont été sabotés. Oui, ils en ont effectivement tout à fait les capacités, même si, encore une fois, d'après de nombreux analystes, il faudrait que ce soit une organisation étatique qui se trouve derrière. Et alors, on va franchir un point supplémentaire dans les conjectures, puisque évidemment, aujourd'hui, rien de tout cela n'est prouvé. Peut-on imaginer que cette action soit tout simplement une action de bout de feu, qui soit là pour tenter d'envenimer un climat qui est déjà très tendu ?
Oui, alors effectivement, dans l'escalade, on est dans une quatrième étape ici. La première étape, ça a été le retrait unilatéral de Trump des accords. Ensuite, le fait de placer les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes, parce que ça aura pour effet des choses vraiment très très difficiles à gérer, voire même un désastre du point de vue des relations internationales qu'on pourra expliquer plus tard si vous le souhaitez. Et ensuite, un empêchement en fait pour l'Iran d'exporter son pétrole. Et là, en fait, on en est à la menace. Mais on reste dans la menace, même si évidemment la perspective d'un conflit se fait de plus en plus visible. On reste dans des idées de si. Surtout qu'en plus, cette montée des tensions est incessamment ponctuée d'éléments qui semblent montrer aussi des accalmies. Je vous rappelle que, par exemple, Donald Trump a expliqué que Bolton et lui, c'était deux choses différentes, qu'il n'était pas un va-t-en-guerre, qu'il ouvrait une ligne téléphonique en Suisse pour que le régime des Mollahs l'appelle directement. Bref, donc on est dans une montée des tensions, effectivement, mais il ne faut pas oublier qu'en plus, les États-Unis laissent des bouches d'aération contre la suffocation économique qui sont effectivement très légères, qui n'empêchent pas l'Iran de s'enfoncer dans la crise économique. Mais par exemple, ils laissent l'Irak importer son gaz d'Iran, ou encore, il y a un port iranien, Chabahar, qui est exempté de sanctions. Ce sont des bouches d'aération intéressantes. Justement, qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin Haddad? Alors cette fois-ci du côté de Washington, où vous travaillez, vous dirigez le côté européen d'un think tank américain. Que pense-t-on de ce qui est en train de se passer là-bas? Et tout d'abord, cette hypothèse des Iraniens seraient à la manœuvre dans le sabotage de ces deux pétroliers. Est-ce qu'il faut prendre ça avec précaution? Est-ce qu'on a un début de commencement de preuve ou pas? Alors, il faut déjà prendre ça avec précaution et regarder les preuves et écouter et ne pas se laisser entraîner dans l'escalade. On sait que plusieurs guerres américaines ont été commencées sur des informations qui se sont avérées erronées. On se rappelle évidemment de la guerre en Irak, mais on en a le souvenir, effectivement. On peut remonter à la guerre contre l'Espagne à Cuba en 1898, qui avait commencé sur le sabordage d'un navire, le USS Maine, qui avait été attribué à l'Espagne et qui en fait était accidentel, ce qui a été une guerre importante de l'histoire des États-Unis à la fin du 19e siècle. Alors, on est dans une situation assez étonnante où finalement la force de modération dans l'administration Trump, c'est le président lui-même, c'est Trump. Derrière la rhétorique, c'est quelqu'un qui a bâti toute sa carrière aussi dans l'opposition aux interventions militaires américaines. C'est quelqu'un qui est extrêmement sceptique de ce que les États-Unis peuvent accomplir, et notamment la transformation des régimes. Il s'était opposé à la guerre en Irak. Et donc on peut imaginer dans l'administration une forme de formule good cop, bad cop, avec Mike Pompeo, le secrétaire d'État, et son conseiller national à la sécurité, John Bolton, qui représente les faucons, qui a une position très dure, tous les deux, sur le régime iranien. Mike Pompeo, qui s'était opposé à l'accord nucléaire à l'époque, qui l'an dernier a fait un long discours dans un think tank conservateur, la Heritage Foundation, pour donner une liste de demandes à l'Iran, de la fin du soutien au Hezbollah, à la fin des ingérences en Syrie ou au Yémen. John Bolton, qui est connu aussi pour ses positions très martiales. Donc on peut imaginer que Donald Trump les utilise d'un côté pour mettre de la pression sur le régime et puis aussi sur les partenaires de l'Iran, et d'un autre côté, comme il se voit comme un négociateur, comme quelqu'un qui est toujours à l'affût du bon deal, qui est ouvert à une négociation, y compris une négociation directe avec le guide ou le président iranien. Alors, tout ça, en théorie, est intéressant. Pourquoi pas? Finalement, c'est la règle de la diplomatie. La diplomatie qui serait appuyée par la menace d'usage de la force. Le problème, c'est que dans la réalité, on a des risques d'accident, on a des risques d'escalade. Évidemment, à un moment, si Donald Trump se retrouve coincé dans une situation où il est obligé d'utiliser la force pour asseoir sa crédibilité, c'est là qu'on se retrouve généralement dans ce type d'engrenage qui peut mener à un conflit. Donc, encore une fois, Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre. C'est quelqu'un qui va être extrêmement prudent, mais c'est aussi quelqu'un qui considère que c'est très important d'asseoir sa crédibilité. Donc on va se retrouver dans cette tension, je pense, dans les prochaines semaines. Une réaction, Amélie Chély, cette fois-ci du côté iranien. Par rapport à cet événement, et éventuellement mettre en perspective le fait qu'on a, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, deux groupes. Enfin, on a l'impression qu'il y a deux groupes. C'est d'un côté les modérés, de l'autre les conservateurs. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, si on reste dans le cadre de la classe purement politique, il y en aurait peut-être trois avec les réformateurs et les modérés qui sont encore deux groupes différents. Mais on a aussi cette rupture finalement entre la classe militaire d'un côté et la classe
cléricale politique, parce que c'est le régime des mollahs. C'est pas le régime des pasdaran, même si on sait qu'ils ont ce poids-là. Bon, ce qu'il faut aussi remettre en perspective, c'est que il y a en Iran, à l'intérieur du pays, une classe qui trouve son intérêt dans le fait d'être dans un régime de sanctions. C'est-à-dire que sous Ahmadinejad, il y a des gens qui se sont enrichis sous sanctions. Il y a des gens qui regrettent qu'on ait signé cet accord en Iran. Et il y a des gens qui regrettent que dans la politique intérieure de Hassan Rouhani, qui se trouve malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, affaibli aujourd'hui, eh bien, il y a eu une chasse à la corruption, une volonté d'assainissement de l'économie, une volonté de faire disparaître les produits toxiques financiers, et ainsi de suite. Il y a des gens qui s'attristent en fait de cette situation parce qu'ils s'enrichissaient sous sanctions. Donc peut-être qu'il faut aussi voir dans cette montée des tensions un intérêt pour une certaine classe politique ou militaire en Iran. Mais alors c'est important, est-ce que ça signifie que cette montée des tensions, elle est désirée dans une optique parfaitement utilitariste, parfaitement économique par certains, ou bien on a affaire, parce que ça a été dit aussi parfois, à des millénaristes, le millénarisme, étant une attitude qui consiste à se dire que si on pouvait hâter la fin du monde, ça serait pas une mauvaise chose. Ça existe encore, les gens qui sont dans cette façon de penser-là en Iran, mais c'est devenu marginal. Effectivement, tout ce qui était de l'ordre de l'absolu idéologique, de l'idéal, ça c'est les temps révolutionnaires et post-révolutionnaires récents. À partir de la mort du guide, on a vu émerger lentement un pragmatisme évident. Et on dit qu'Ahmadinejad est millénariste. Oui. Ahmadinejad, il y a des bruits qui, d'ailleurs, le rattachent à une secte qui est extrêmement importante en Iran, qui est la secte Rojatiyeh, et qui est une secte millénariste qui est étrangement contre la République islamique, parce qu'il ne faudrait pas prendre le pouvoir avant que le 12e imam dans la théologie chiite ne soit revenu, mais il faudrait en même temps hâter la fin des temps. Bref, donc vous voyez le danger que ça pourrait représenter, mais ça reste une frange très très fine, très très mince de la population. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Amélie Chély. Frange mince, certes. Mais si c'est celle-ci qui est aux manettes ou à l'œuvre pour tenter d'envenimer les choses. Non, ce sont ceux qui ont récupéré un pragmatisme derrière. Je vous donne juste un exemple. Reprenons les manifestations de décembre-janvier 2017-2018. Ça a commencé avec l'opposant à Hassan Rouhani des dernières élections présidentielles, à savoir Ebrahim Raisi à Mashhad. Et ensuite, on sait que ceux qui ont récupéré dans un premier temps, avant que ce soit quelque chose de l'ordre de l'élargissement populaire massifié, c'était les amis de Mahmoud Ahmadinejad. C'est pas parce qu'il s'agit des amis d'Ahmadinejad que ce sont des millénaristes. Ce sont peut-être tout simplement des gens qui se sont grassement enrichis sous les sanctions du fait d'avoir eu un président qui soit dans une perspective millénariste. Mais ils ne sont pas majoritairement millénaristes. Alors la conséquence de tout cela, en tout cas, elle est nette. Benjamin Haddad, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 1000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Est-ce que ces 1000 soldats sont là pour décorer la région, ou est-ce qu'il y a véritablement une possibilité de voir tout cela dégénérer ? Alors ces 1000 soldats, ils sont déjà là pour assurer la sécurité des pétroliers et du passage dans le détroit d'Ormuz dont on parlait tout à l'heure, et probablement pour donner un petit peu de muscle à la politique américaine dans la région et à éventuellement à terme une politique de négociation. L'administration Trump considère que la politique d'Obama vis-à-vis de l'Iran a échoué. La politique d'Obama, c'était de placer la question nucléaire en tant que priorité, de faire une négociation avec les Iraniens, mais au fond, avec l'espoir de modérer le régime à terme, de renforcer les modérés au sein du régime et de civiliser d'une certaine façon la politique étrangère iranienne dans la région. Or, force est de constater que si l'Iran respectait effectivement ses engagements dans le cadre nucléaire, dans le cadre du désarmement, la politique étrangère iranienne dans la région n'a été que rendue plus agressive en Syrie, au Yémen, dans le soutien au terrorisme. Et donc l'administration Trump est sortie de façon unilatérale et imprudente de l'accord nucléaire iranien, mais n'a pas tort effectivement de pointer du doigt la politique de l'Iran. Donc la question, c'est de savoir dans quelle mesure on peut essayer d'engager une négociation pour forcer ce régime à abandonner, une négociation appuyée sur les sanctions et menaces d'usage de la force.
sans se laisser entraîner dans un conflit qui serait très dangereux pour la région. Mais alors, pour le dire autrement, Benjamin Haddad, est-ce que Donald Trump a raison de se méfier de l'Iran, ou bien est-il là aussi un facteur de guerre plus qu'un facteur d'apaisement ? Comme souvent avec Donald Trump, on peut constater que certains constats, certaines analyses ne sont pas forcément erronées. C'est comme sur la Corée du Nord, il a hérité d'un bilan qui était assez mauvais finalement de ses prédécesseurs, dans une situation qui est très compliquée. Mais on peut aussi s'inquiéter du manque de discipline, des risques de rivalité, d'engrenage au sein de son administration. Et Amélie Chély, vous qui connaissez fort bien l'Iran, vous avez notamment publié En attendant le paradis aux éditions du Cerf, lorsque l'on observe la situation iranienne, parce que donc il y a cette question du détroit d'Ormuz, il y a également la question de la Syrie, qui est une question importante, la question du Liban. On voit qu'il y a une stratégie expansionniste de l'Iran. Vous allez peut-être nous décrire en quelques mots et nous dire à quoi finalement elle tend, cette stratégie expansionniste qui, Donald Trump ou pas, est aujourd'hui une réalité absolue. Quand Donald Trump était en campagne, effectivement, il n'était pas du tout interventionniste. C'est-à-dire que son but à lui, c'était de retirer les troupes américaines parce que c'était trop coûteux, d'une part, et d'autre part, de remettre en question l'œuvre de son prédécesseur, à savoir le deal qui était a very bad deal. C'est pas parce que ça n'encadrait pas assez bien le nucléaire, encore que il a fallu aussi se mettre à décrédibiliser l'AIEA, qui est l'instance qui est là pour contrôler l'enrichissement d'uranium en Iran. Mais c'est surtout parce que ce deal n'encadrait pas trois autres points, dont un qui irrite profondément les États-Unis, le développement du programme de missiles balistiques, les questions liées aux droits de l'homme et la présence dans des groupes terroristes, l'aide à des groupes terroristes, et enfin, justement, l'expansion iranienne dans la région et le fait, en fait, que si jamais demain il devait y avoir une guerre contre l'Iran, ce ne serait pas une guerre contre l'Iran, ce serait une guerre contre l'Iran, contre Bachar al-Assad, contre l'Irak, contre le Hezbollah, contre un certain nombre d'autres pays. Peut-on imaginer ? Effectivement, l'Iran a réussi en fait à avancer ses pions, et d'ailleurs aujourd'hui, si la population, parce qu'on a vu aussi une évolution qui est très intéressante, c'est-à-dire au tout début, on incriminait très volontiers en Iran les États-Unis en disant si nous ne sortons pas de la crise économique, c'est du fait que dans un premier temps, les États-Unis, avant de se retirer unilatéralement, auront neutralisé les sanctions, c'est-à-dire que dès qu'on enlevait des sanctions liées au nucléaire, on en mettait d'autres liées aux droits de l'homme, au programme de missiles balistiques, et ainsi de suite. Puis ensuite, il y a eu le retrait. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en fait, il y a de plus en plus d'Iraniens qui donnent la responsabilité de la crise économique de façon très très mince aux États-Unis et beaucoup plus en fait à un État qui se servirait au passage. Mais l'Iran est en train de miser sur une sorte de lieu de sa victoire, c'est la puissance régionale que le pays est devenu. C'est-à-dire que avec très peu de moyens, l'Iran arrive à tenir tête à l'Arabie Saoudite au Yémen. Il y a le Hezbollah, et puis il y a surtout il y a l'Irak qui est le background de l'Iran, c'est-à-dire l'arrière-cour de l'Iran, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, il y a cette formidable faculté de l'Iran à lever des armées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne en Iran ne veut aller mourir pour quoi que ce soit, mais ils en ont assez fait les frais. Par contre, on arrive très bien à lever des armées à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que l'idéologie iranienne, telle qu'elle existe en Iran, fait beaucoup de recrues en Afghanistan, au Pakistan. On va même recruter contre les djihadistes sunnites, par exemple, pendant la guerre de Syrie, des gens qui ne sont pas musulmans. On a par exemple la brigade Babylone qui réunit des chrétiens qui, au nom de Jésus, meurent pour la République islamique d'Iran. Comment réussissent-ils à faire ce type de tour de passe-passe ? Parce qu'il y a un excellent soft power à l'extérieur du pays, au-delà des frontières, mais de façon presque exclusivement régionale. Bon, on sait que ça va plus loin, dans les Balkans aussi, il y a un soft power, en Europe aussi, mais c'est quand même bien moins présent. Mais autour, dans les pourtours régionaux, c'est extrêmement présent. Il y a plein de gens en Irak qui, dans leur salon, ont un portrait de Ali Khamenei et de l'ayatollah Khomeini. Ce qui veut dire, Benjamin Haddad, que l'Iran est devenu une puissance régionale sans équivalent
dans ce lieu-là du monde, avec là aussi des adversaires. On pense à l'Arabie Saoudite. Alors les jeux d'alliance ont considérablement bougé. Le lien entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis n'est plus à établir, il est évident. Le lien entre l'Arabie Saoudite et Israël est également très présent. Et ça, c'est plus une surprise. Il faut peut-être revenir là-dessus, Benjamin Haddad. Oui, d'ailleurs, c'est l'un des paradoxes de cette administration Trump qu'on dit nationaliste et opposé aux alliances. Alors c'est vrai, très critique des alliances traditionnelles avec les Européens, mais en revanche, qui a vraiment tenu à renouer le lien avec les alliés traditionnels au Moyen-Orient. Rappelez-vous, Barack Obama avait essayé de rééquilibrer ses partenariats, considérait probablement que les États-Unis étaient trop proches de l'Arabie Saoudite, qui était aussi un acteur déstabilisant au Moyen-Orient, avait été très critique de Benjamin Netanyahou, et Obama avait dit lui-même que cet accord nucléaire iranien visait au fond à préparer une forme de retrait des États-Unis du Moyen-Orient et à rééquilibrer les alliances entre les sunnites et les chiites. Ce n'est pas du tout l'approche de Donald Trump, qui est plus simple, qui est de se rapprocher des alliés et d'essayer de punir et s'opposer aux ennemis de l'Amérique. Donc des relations excellentes qui ont été créées, notamment des relations personnelles avec MBS en Arabie Saoudite, le prince héritier, et avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, par le biais notamment du gendre et conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, qui a contribué aussi à rapprocher justement les acteurs sunnites et Israël dans la région. Alors, tout le monde le sait, c'est pas ouvert. Il n'y a pas aujourd'hui de relations diplomatiques officielles entre l'Arabie Saoudite et Israël, mais la relation sécuritaire, les échanges de renseignements, la convergence de vues, notamment sur la menace iranienne, est assez claire entre les deux pays et sous l'égide des États-Unis. La question, encore une fois, c'est de savoir dans quelle mesure les États-Unis sont prêts à s'opposer à cet expansionnisme régional iranien dont nous avons parlé, parce que c'est là qu'on voit une forme de schizophrénie de la part de Donald Trump. Il a été élu en disant qu'il voulait se retirer du Moyen-Orient et s'opposer aux interventions militaires américaines, notamment dans la région, et dans le même temps, il essaie d'avoir une position dure contre l'expansionnisme iranien en Syrie, au Yémen, contre le soutien aux groupes terroristes. Mais les deux, dans les deux positions, il y a une forme de contradiction. Son administration, notamment par la voix du secrétaire d'État Mike Pompeo, a donné une liste de demandes très extensive à l'Iran, et dans le même temps, le président veut se retirer de Syrie, où l'Iran soutient son allié Bachar el-Assad, qui est pour beaucoup considéré comme le principal théâtre d'affrontement avec la puissance régionale. Et là-dessus, il y a une contradiction que cette administration n'arrive pas à résoudre. Elle est prise entre des intuitions contraires. Justement, Amélie Chély, du point de vue iranien, comment voit-on cet axe entre les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce qui oppose finalement l'Arabie Saoudite et l'Iran, alors même que jadis, on se souvenait par exemple de l'affrontement entre l'Irak et l'Iran et la guerre contre l'Irak, qui a été un épisode absolument terrible dans l'histoire de ces deux pays? Alors, clairement, c'est régional. C'est une volonté d'instauration d'une puissance régionale qui serait à peu près du même acabit que ce qu'on peut observer avec la Turquie, sauf que les relations avec la Turquie sont bien différentes. Il y a bien évidemment aussi à prendre en considération une détestation d'ordre théologique au départ. C'est-à-dire que même si on sait que tout est politique, il y a quand même des réalités dont on ne peut pas faire l'économie. Rappelons par exemple que le wahhabisme présent en Arabie Saoudite nie le caractère musulman du chiisme qui est pratiqué en Iran. Donc c'est un petit peu compliqué quand justement on crée et on implante sa vitrine identitaire sur justement une construction théologique proprement chiite et musulmane. Donc il y a bien évidemment des enjeux stratégiques, une peur terrible de la part de l'Arabie Saoudite devant la puissance militaire, notamment iranienne, et puis une détestation qui aussi est substantielle. C'est-à-dire que il est par exemple beaucoup plus naturel, enfin la détestation entre ces deux peuples est beaucoup plus naturelle que la volonté de nier par exemple l'existence d'Israël. Il n'y a pas une naturalité culturelle dans cette détestation. Éventuellement, il pourrait y avoir une sorte de concurrence culturelle. Un mot de conclusion, Benjamin Haddad. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? On voit qu'il y a donc eu l'envoi de 1000 soldats américains au Moyen-Orient, 1000 soldats supplémentaires par rapport à ceux qui étaient déjà stationnés dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a des décisions particulières à attendre?
Alors il y a des décisions côté iranien déjà, de voir si les acteurs qui ont mené aussi à cette escalade de la tension dans les détroit d'Ormuz vont modérer leur comportement et comprendre le message qui leur est envoyé. Côté américain, la décision que prendra Donald Trump de lancer ou non une négociation directe sera à suivre. C'est ce qu'il a fait en Corée du Nord. Rappelez-vous, on avait très peur à un moment, on avait vu des tweets, des discours avec une rhétorique très martiale et au fond, après une négociation directe. C'est ce qu'avait d'ailleurs annoncé Donald Trump. Il a dit aussi qu'il était ouvert dans ce cas précis, donc on va voir un petit peu la marche à suivre. Merci à tous les deux. Je rappelle vos ouvrages respectifs. En attendant le paradis au Cerf, c'est votre ouvrage, Amélie Chély, et Le paradis perdu chez Grasset, et c'est votre livre, Benjamin Haddad. Il a obtenu le prix BFM Express et on vous félicite pour ce prix. Un essai donc sur la politique internationale américaine.